Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Oh là. Moi ça va très bien, mieux que Zach. Oh non mais Bon, ça va. moi dans ma tête j'étais là, je dis allez, faut Qu'est-ce qu'il a, donner la patate aux auditeurs, faut donner l'envie. Et le Zach il est pas là. Qu'est-ce qui va pas, Zach? Non, ça va, on a eu le sable. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Marseille, avec du sable du Sahara. Ouais. Donc, d'un côté, je voyage un peu, et de Ouais. l'autre, j'aime pas le vent. Donc, mais c'était une bonne journée quand même. Je suis content de ma journée. Bon, ouais, t'as juste du noir sur le capot de ta voiture, c'est ça? J'ai pas de voiture, Ouais, et je sais, c'est c'était pas fait noir. exprès, Le je sable, comprends. c'est plutôt. Il a le sable, permis, c'est le plutôt bâtard. ocre. Il était ocre. Plutôt ocre et doré. Oh. Oui, tout à fait. Ouais, mais sur les voitures, tu sais, ça devient de la poussière un peu. Non? Ouais, c'est vrai. Bon, et pourquoi C'est t'es vrai, déprimé comme ça? Pourquoi t'as une petite voix là? Non, ça va, je suis en forme, ça va. Ah ouais? Ça va. Ouais. T'es Non, moins non, en franchement, forme ça que va. l'épisode dernier, j'ai l'impression. Hein. Si, le plus dernier, j'étais pas flamme. Hein. J'ai bien fini, mais. Ah, ok. Mais Après, là, voilà. ça va. Hein. J'ai bien Ouais, fini. Je peux pas dire, mais bon, bizarrement, l'OM a pris 3-1 à Lille cette semaine, Ouais. voilà. Mais c'est la quoi, semaine l'OM? d'OM Benfica, mec. C'est quoi l'OM? Ah oui, pardon. Je suis mauvais avec les. Non, je suis désolé, je suis Non, mauvais mais avec les oublie, acronymes. c'est un mauvais souvenir, je pense. Ouais, Un cauchemar. je suis mauvais avec les acronymes. Non, je sais pas ce que c'est non plus. Bah ouais, tu sais, là. Ah, l'ampérage, OM là? Non, c'est pas Ah, les l'ampérage, c'est la ohms. résistance. Ouais, Les les ohms, résistances. c'est ça, Ouais. oui, ça, C'est une unité de mesure. Effectivement. Ouais, Ouais, exactement. ça va être ça. Allez, Bon. next. Comment ça va, Ando? Ça y est, là, je kiffe, là. Il y a le retour des beaux jours et tout. Tu sors en t-shirt dans la rue. Bon, après, là, faut profiter parce que je crois dans 2-3 jours, il fait 4 degrés le soir, mais. Bon, ça va. Regarde, il est bientôt 20h et il fait encore bon, là. C'est vrai. Pour tout vous dire, ouais, Forcément, pour- mais je kiffe. chers auditeurs, on a eu du mal à démarrer. On était là, on était bien dehors, en terrasse, et on s'est dit, bon, il serait peut-être temps d'aller enregistrer le podcast. Je tiens à préciser qu'on était sur une terrasse d'appartement, pas à boire des coups et à faire ce podcast bourré. Non, évidemment, jamais. Voilà. Jamais. Quelle idée, enfin. Pourquoi on ferait ça? Ouais. Pendant qu'il y en a un qui Jamais. attend comme un con à Marseille qui se connecte. Incroyable. Oh, Incroyable. tu étais en retard aujourd'hui. Voilà. Ah on bah. va tout dire aux auditeurs. Messieurs, vous allez bien de manière générale? Oui. Non? En pleine forme. Oui, en Non, pleine non, forme. si, en vrai, trop magnifique. Eh ben écoutez, on va pouvoir passer à la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La section des questions. Qu'est-ce que c'est que la section des questions? Eh bien, c'est très simple. C'est vous, chers auditeurs, qui nous posez des questions sur Instagram. Le dimanche, on poste une story à laquelle vous pouvez répondre, dire n'importe quoi, mais c'est même pas forcément une question. Parfois, on a des messages d'amour, des messages de bisous, des messages d'insultes aussi parfois, mais ça, bon, évidemment, c'est normal. Et donc, chaque semaine, vous pouvez interagir avec nous et nous poser toutes les questions que vous voulez. Avant ça, messieurs, moi, je vous propose une petite question. J'ai le droit d'insérer une de mes questions ou pas? J'ai pensé à ça ce week-end et je me suis dit, j'avais envie de vous la poser. T'es cette un question. auditeur? Je suis un auditeur aussi. Bah, du coup, ça marche. Ah, ça marche, ok, yes. J'ai une petite question, attendez, je me la suis préparée et tout, j'étais dans mon Et lit, je me ça suis dit... prouve qu'on est quand même super honnête parce que ça montre que c'est des authentiques questions et qu'on glisse pas des questions, tu vois. Ah bah non, bien sûr que non. C'est vrai, Ah c'est non. vrai. Bah Qui fait ça là encore une fois, on va être très honnête, on en a 3. Habituellement, on en a beaucoup plus, mais là 3, écoute... C'est parce qu'il y a une petite erreur dans ton pitch Gallup, c'est parce Dis-moi. que la story qu'on poste le dimanche, elle postait le lundi 13h. Donc les gens juste ils bossent. Donc il n'y a pas cette question le lundi Est-ce que soir. tu sous-entends qu'on a oublié de poster la story cette semaine? C'est possible. Je m'en suis rendu compte à 3h30 du matin, j'ai fait Alors, merde, la story. transparence de ce podcast, Non, c'est incroyable. c'est vrai. Je Et ben crois moi, que ma je mérite question... je crois Dis-moi. que je mérite un meilleur podcast que ça. Ah bah, vas-y. C'est bien. Pose-toi la question dimanche, mon cher. Ouais, pose ta question. Bientôt le mercato, Zach, hein, tu peux postuler pour aller au Floodcast, il n'y a aucun souci. Ma question, et je l'ai noté, si vous reveniez à vos 18 ans, maintenant, tout de suite, et que vous ne pouviez vous souvenir que d'une seule chose, ce serait quoi? Et se souvenir d'une seule chose. D'une seule chose, du Ah, toit de tout ce du toit qu'on de a fait maintenant. depuis 18 Exactement. ans. Du toit de maintenant, tu peux te souvenir que d'une seule chose. T'as une phrase à En vrai, donner. c'est carrément plus dur pour vous que pour moi, avant le coup. Oh le bâtard. Ouais, c'est possible. moi, je te dis que non, c'est plus simple pour ma part. Mais avec toute l'expérience que vous avez emmagasinée, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 18 ans, quoi? En gros, c'est ça l'histoire. Ah, attends, c'est pas pareil, du coup, il y a un message. C'est pas un moment, il faut donner un message au soit de 18 Ouais, c'est ans. ça. Imagine, t'as juste une phrase à lui dire. Qu'est-ce que tu lui dis? Une phrase.
Non, en vrai, si, le highlight de cette période-là, pour moi, quand même, c'était genre de vivre en Argentine. Donc, je dirais, c'est un bon choix de destination pour faire un échange. D'accord. Donc, sur toute une période de vie, ton seul but, ça va être de dire vis en Argentine ou va voyager en Argentine. Ouais. Ok. Il n'y a pas des trucs plus importants. Bah, je sais pas, trouve mieux, toi. Ok. Zach, alors à ton toi de 18 ans, tu lui dis quoi? Moi, je lui dirais n'aie peur de rien, n'aie pas peur. Déjà, tout va bien se passer et tout passe. Tout finit par passer, de toute façon. D'accord. Vas-y, n'aie pas peur. Ok, c'est un message Clairement, de, c'est la un message leçon de que j'ai, vie globale plutôt. C'est pas, il n'y a pas un truc précis qui dit loupe pas ça non, ou. C'est le constat que je fais à mon âge maintenant. Et si j'avais à 18 ans, j'avais capté ça, j'aurais moins fait de choix de peur, dirons. Des choix de peur. C'est joliment dit, ouais, des choix de peur. Ok. Ouais. Moi, c'est beaucoup plus terre à terre, finalement. Hein. Ah ouais? Ah oui. Moi, si j'ai une phrase à dire à mon moins de 18 ans, c'est gros, achète 1000 bitcoins. Et c'est tout. Et basta. En vrai, il n'y a rien d'autre. Toi, t'es un gros vénal, toi. Mais je suis pas un vénal. Il y a un seul truc que tu sais qui va prendre en valeur de fou. Et bah, gros, à 18 ans, t'achètes 1000 bitcoins, ça doit coûter je sais pas combien. Mais oui, si on part comme ça, j'aurais dit 100 000 balles sur la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Eh ben les gars. Le toi de 18 ans, il doit se dire ah mais le moi dans bien 15 ans, il est vraiment flippant ce mec, il pense qu'à l'argent en fait. D'accord. Ouais. Bah ouais. Après moi à 18 ans. Ouais, je pense qu'à moi à 18 ans, il dirait bah ouais, ok, on y va gros. Ah, c'est bien, c'était déjà les mêmes. Bravo. Bah ouais, ça change pas, si, ça change un peu. Bref. Bonne question, Galup. Bah merci, on va passer aux questions des auditeurs cette fois-ci. Question des auditeurs. Une question de Rohan84. Elle nous demande, et je pense que ça vise plutôt 2 personnes dans l'équipe qu'autre chose, hein, parce qu'Andoni... Bah ça dépend si elle espère une réponse, je sais pas. Ah, on verra. Elle nous demande les recos pour sortir à Marseille. Bah typiquement, ouais, valait mieux pas me demander, je pense. Voilà. Les recos pour sortir à Marseille. Zach, c'est quoi tes adresses favorites pour sortir? Vertigo, rue Sainte et le Bouge, cours des Siennes Nord. Ok. C'est très sympa. C'est des trucs assez récents. Le Vertigo, c'est une auberge de jeunesse qui fait. Le soir, c'est un énorme bar où tu peux manger aussi un peu. Mais t'as les gens qui sont à l'auberge de jeunesse qui se mélangent avec les gens qui sont pas de l'auberge de jeunesse, donc c'est drôle. Ah, sympa. Il y a des rencontres atypiques. Et c'est plutôt un before, je crois que ça finit à 2h du matin. Pareil que le bouge à 2h du matin, ça bouge, ça finit aussi. C'est une sorte de vraiment d'avant-boîte. T'as l'impression d'être en boîte, mais ça finit à 2h et c'est un excellent, c'est une très belle rampe de lancement pour la suite. Ok. Mais c'est 2 étapes indispensables pour s'ambiancer pour moi, ouais. De toute façon, moi à Marseille, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les boîtes c'est les mêmes, mais juste il y a les noms qui changent tous les ans. Et... Non. Là, ça a beaucoup. Ouais, ok. Moi, j'ai un petit resto à conseiller. C'est toujours ma seule reco que j'ai à Marseille, c'est le Cercle Rouge. C'est toujours une valeur sûre, c'est incroyable. Ouais. Me dis pas qu'il a fermé ou j'en sais rien, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé, je t'avoue. Non, il a pas fermé. C'est toujours bien. C'est toujours bien. En plus, il y a les beaux jours qui arrivent, donc il y a une petite terrasse sympa. C'est vrai. Foncez, cuisine corse. Donc incroyable. Ok. Incroyable. Stylé. Voilà. Deuxième question, messieurs. Hugo F64. Toujours là. La famille. Toujours là. El Famoso. Alors là, pour le coup, c'est une question ciblée pour Ando. Ando, est-ce que tu trembles face au Paris Saint-Germain? En vrai, pas tant. On fait que me poser la question et tout. Je suis assez mitigé. Mbappé me fait très peur, mais le reste, pas tant. Vitinha, il est assez en forme et tout. On va préciser quand même pourquoi. Parce que, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne nous suivent pas forcément, tu es un supporter. Au-delà de ça, tu es un socio du Barça. Ça y est, enfin. Donc tu as le Barça dans le sang. Exactement. Et on le précise, donc cette semaine, le Barça va jouer en quart de finale le Paris Saint-Germain. Mercredi pour le match aller. Et d'ailleurs, t'as pas un petit truc à nous dire? Tu nous l'avais déjà dit, mais... Je l'ai déjà dit peut-être, non? Bah possible, mais... Si, je l'ai déjà dit, mais ouais, je serai au match retour au stade à Barcelone, en espérant que le match la confrontation soit pas déjà pliée à l'aller, qu'on prenne pas genre 4-0 là-bas, vraiment. Après, ça peut faire une belle remontada, ça peut être incroyable, on imagine. Donc, confiant ou pas confiant? Franchement, ni l'un ni l'autre. Tu vois, c'est assez mitigé. Je sais qu'on est nul par moment. C'est vraiment, on est plus souvent mauvais que vous pour le Barça. Une très mauvaise Paris, période. Vraiment. Pareil, très. Tu vois, ils ont fait 1 contre Clermont, alors ok, ils ont fait tourner, etc. Mais oui, il y avait 11 joueurs différents pas sur le terrain. D'une équipe. Il y avait quand même quelques titulaires, tu vois, mais bon.
Donc voilà, assez neutre, j'attends de voir. J'espère juste pas être trop déçu. Ok. Bon, Zach, ton avis sur le match PSG-Barcelone? Moi, j'ai vraiment hâte de voir, de constater que Mbappé va se faire peut-être museler. T'es dans mon camp, Zach, pour ce match quand même. Moi, je suis pro Barça pour ce match, bien entendu. Ouais. Et voilà. Et je me dis que ça a dû te poser un cas de ça. conscience à toi, finalement. Pourquoi un cas de conscience? T'es pas trop PSG. Alors trop moi je PSG, n'ai rien à foutre du PSG. Ah, c'est beau. Juste il y avait ok. Lionel Messi qui jouait à un moment, donc j'étais un peu. C'est Ok. cool. Qui ça Mais D'accord, ok. Autant non, pour Lionel moi. Messi. Non, ça dit rien. Non, je vois pas. Ouais, c'est un petit gars. Un petit gars. Ok. C'est tout. Ok. Donc non, Bon. t'inquiète, Zach. Eh ben écoutez, on sera là pour suivre ça évidemment. Messieurs, dernière question de Léo Davant. Toujours là lui aussi. Toujours là, effectivement. Bon sang, tu vois. On a des récurrents quand même. C'est Et les il nous socios de dit- glitch. Pardon? C'est les socios de C'est glitch. les socios de glitch, totalement. Et il nous dit augmentation des agressions physiques ou meurtrières près des écoles. Que faut-il faire? Eh ben écoute, merci Léo Davant pour ta question, parce que évidemment, c'est un de nos thèmes du jour. Du moins, on va parler de la violence et plus particulièrement de la violence chez les jeunes. Y a-t-il un regain de la violence chez les jeunes? C'est une question que l'on se pose cette semaine, car plusieurs faits d'actualité nous ont marqués. À Montpellier, le mardi 2 avril, tout d'abord, Samara, une adolescente de 14 ans, a été rouée de coups par 3 autres mineurs à la sortie de son collège. La gravité des coups était telle que la jeune fille a été prise de convulsions pour enfin tomber dans le coma. Aujourd'hui, ces jours ne sont plus en danger et les agresseurs, une jeune fille et 2 garçons, ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans et placés sous contrôle judiciaire. Et c'est pas le seul en plus de faits d'actualité de ce style, puisque le lendemain, le mercredi 3 avril à Tours, une ado de 14 ans, elle, a été frappée par 5 jeunes filles à la suite d'un guet-apens en fait organisé contre elle. L'agression a été filmée, diffusée sur les réseaux. Résultat, la victime s'est fait voler ses bottes, son téléphone et d'autres objets. Et surtout, elle souffre d'un traumatisme crânien avec fracture du nez. Tout ça pour 7 jours d'ITT, donc rien que ça. Les mises en cause ont rapidement été identifiées. Elles sont âgées de 11 à 15 ans. Elles ont été placées en garde à vue pour vol avec violence en réunion et 2 d'entre elles pour enregistrement et diffusion volontaire d'images portant atteinte à l'intégrité de la personne. En gros, c'est pour dire qu'elles ont filmé donc et Bien sûr. mis sur les réseaux donc l'agression. Et enfin, jeudi 4 avril, vous l'avez sûrement vu, à Viry-Châtillon dans l'Essonne, Shamseddine, 15 ans, scolarisé au collège des Sablons, sortait d'un cours de musique vers 16h lorsqu'il a été agressé puis passé à tabac par plusieurs individus cagoulés. Opéré en urgence dans la nuit, Shamseddine a succombé à ses blessures le lendemain. Dans cette affaire, 5 personnes ont été mises en examen, 4 pour des chefs d'assassinat et 1 pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Et comme si cela ne suffisait pas, à Viry-Châtillon, toujours, 2 jours après la mort de Shamseddine, un autre adolescent a été tabassé à coups de béquilles. Il a été transporté à l'hôpital sans pronostic vital engagé et une enquête a été ouverte. Face à tout ça, on parle évidemment de jeunesse, on parle aussi de milieu scolaire pour certaines affaires. La réponse de l'État a été rapide, Ando. Ça fait réagir jusqu'au sommet du coup de l'État, Emmanuel Macron vendredi, qui a évoqué une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Il fait notamment référence à l'agression à Tours où une des mises en cause avait 11 ans, on le redit. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, elle a annoncé la création d'une force mobile scolaire nationale, donc pour les affaires qui ont trait à l'école évidemment, parce que cette force mobile elle pourrait être envoyée à l'intérieur des établissements qui rencontrent des difficultés en termes de sécurité. Oui, évidemment. Est-ce qu'on doit y voir un regain de l'ultra-violence en France et plus particulièrement chez les jeunes? Messieurs, on va éviter de tomber dans les poncifs. En gros, c'est la faute des jeux vidéo, des réseaux sociaux, etc. On va évidemment s'appuyer sur des chiffres que je vous donnerai dans un instant. Mais là, à chaud, je vais vous demander votre ressenti. Est-ce que selon vous, il y a tout simplement une augmentation des violences en France? Zach, par exemple. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai eu une expérience pro pendant mes études de psy en milieu carcéral. Ça avait changé un petit peu ma vision des choses parce que j'ai eu l'occasion du coup de bosser aux côtés de jeunes délinquants et de bosser aux côtés, travailler au quotidien Ouais. dans ce cadre-là et échanger avec eux. Ça a changé radicalement ma vision des choses et je me suis plus intéressé à ce sujet-là. Attends, explique-moi pourquoi ça a changé ta vision des choses. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui m'a frappé dans les échanges avec eux, c'était à la fois
la dualité dans leur vulnérabilité, c'est-à-dire que j'avais face à moi des mecs qui n'étaient pas dans leur dynamique groupale, donc ils étaient seuls en tant qu'individus, désarmés, à l'abri des regards, et c'était des gars à vif, c'était des cimetières psychiatriques, si j'ose dire, dans le sens où, et j'en parlerai un peu plus tard dans ma chronique, mais en gros, on sentait vraiment des individus désœuvrés, mais en parallèle, une banalisation de la violence et encore plus de la mort, c'est-à-dire que le fait de donner la mort à quelqu'un ou d'anéantir la vie de quelqu'un ne donnait lieu ni à un regret, ni à une remise en question. Ok. Je fais une généralité, mais la plupart des échanges que j'ai eus m'ont souvent glacé le sang. Et j'ai parfois parlé à des gars qui avaient fait plusieurs années, qui sortaient de 10 ans de détention, bientôt. Ils étaient au crépuscule de leur peine. Et ils avaient aucun regret. Au contraire, ils sortaient plus abîmés encore. Ouais. Et Ça, je la finis juste prison avec ne leur fait ça, pas du c'est bien, que quoi. le système carcéral, j'ai noté en fait que c'était à la fois un truc qui les isolait, qui les mettait à l'écart de la société, mais à la fois qui améliorait pas leur état, parce qu'il n'y avait pas vraiment une dynamique de soins très organisée et pas vraiment des moyens là-dessus. Et c'est voilà. Donc du coup, je me suis intéressé à ça, et les chiffres, tu vas les donner, mais oui, ils sont alarmants. Et clairement, les violences augmentent. Et voilà. Donc mon ressenti, c'est ça. Et mon ressenti, c'est que y a une réponse pénale sur les mineurs qu'il faut peut-être revoir. Mais ça pose aussi la question de la place en milieu carcéral. Et en fait, je pense qu'il faut peut-être remettre en question tout le système de répression et le système d'organisation carcérale. Parce qu'en vrai, on n'a jamais autant enfermé de gens. Mais je crois pas que ce soit la seule réponse. Ok. Je vais repréciser pour nos auditeurs, évidemment, tu es psy, tu as ton diplôme de psy, tu as fait différents stages en milieu carcéral, et c'est grâce à ça d'ailleurs que tu peux nous apporter ce retour. Tu parlais des chiffres. Ouais, malheureusement, les chiffres, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut sur différents plateaux, etc. Et c'est facile d'en tirer un pour faire dire, ça augmente, ça augmente pas, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Nous, on va vous donner les chiffres. Après, chers auditeurs, voilà, vous pouvez vous faire votre avis, et on va essayer d'être le plus factuel possible sur ce qui a été mesuré, etc. Avant ça, Ando, la violence chez les jeunes, la violence dans la société française. Toi, ton ressenti. Tu sais, parfois, on parle souvent du sentiment d'insécurité et de la vraie insécurité. Toi, ton ressenti perso, est-ce que tu as l'impression qu'on est plus violent en France depuis quelques années ? Je sais pas si on peut dire globalement que la France est plus violente qu'avant. Personnellement, dans mon ressenti personnel mon ressenti personnel, je le sens pas. Après, je bosse dans un milieu, dans des médias où forcément il y a un effet de loupe sur toutes les agressions et meurtres et compagnie qu'il peut y avoir dans ce pays. Ouais. Après, j'ai souvenir quand j'étais jeune, il y avait quand même plein de moments où tu disais, tu comprends pas pourquoi c'est des situations assez lambda peuvent dévisser, tu vois, que ce soit au collège, au foot, etc. Le foot, c'était assez impressionnant. Tu te faisais des fois des bastons avec des parents d'autres joueurs. Enfin, tu te dis, il se passait des trucs de fou. Après, au-delà de ça, je pense, oui, qu'il y a un truc qui est, comment dire, la jeunesse est violente de plus en plus tôt, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des âges où avant c'était impossible qu'il y ait vraiment des agressions graves. Et là, quand même, franchement, ça m'a fait un truc de voir qu'il y a une mise en cause à Tours qui a 11 ans. Enfin, 11 ans. 11 ans, c'est t'es en 6ème et tout. Inimaginable, ouais. Ça, je comprends pas. Et c'est pas la première fois qu'on voit passer ce genre d'âge, en fait, sur des agressions, des délits, certaines fois des crimes. Donc, moi, mon ressenti, c'est plus ça, c'est que c'est de plus en plus tôt. Après, non, globalement, je n'aurais pas tendance à dire que c'est beaucoup plus violent qu'avant. Ok. Oui, on le voit, une violence de plus en plus présente et précoce. Donc, chez des jeunes de 11 ans, tu le dis, moi, j'aurais toujours pas à le schématiser, à le concevoir. Zach, tu voulais nous parler de ton expérience personnelle, peut-être ? Oui, parce que j'avais même fait une chronique là-dessus, parce que j'ai été agressé un paquet de fois. Ouais, c'est vrai. Mais, très bonne chronique d'ailleurs. Mais mon expérience, moi, s'est croisée avec l'avis de certains spécialistes. Moi, j'avais personnellement lu un bouquin écrit par un psychiatre qui a bossé plus de 20 ans en centre de rétention et en milieu de carcéral de manière générale, et notamment auprès des jeunes délinquants. Et ce spécialiste-là expliquait que la violence avait changé sous sa forme, et aujourd'hui on faisait face à une violence proactive plutôt qu'une violence réactive. Il estimait qu'en gros, aujourd'hui, tu as des agressions spontanées sur aucun motif, aucun fondement, qui ne correspondent pas à une réaction face à une tentative de vol ou une provocation, mais plutôt avec une envie de nuire à quelqu'un. Et moi, je l'ai vécu vraiment personnellement, c'est-à-dire j'ai vécu une agression il y a 2 ans. On était 3 contre 8 mecs.
et les gars voulaient juste nous taper parce qu'ils nous ont croisés. Et ils ont rien voulu nous voler, c'est-à-dire qu'ils ont fait tomber nos téléphones, ils les ont même pas écrasés, enfin ils ont écrasé, ils les ont même pas volés. Ah ouais. Donc et ça a été confirmé par des spécialistes de la santé mentale qui sont quand même des psychiatres en milieu carcéral qui réalisent que la violence change de forme, elle devient proactive et c'est quelque chose d'assez inouï ça aussi. Ouais, c'est intéressant. En gros, tu parles du motif finalement parce que on avance ça, le motif. C'est la futilité de la chose en fait. Là, on parle de quoi ? Juste, de manière générale, sur toutes les affaires qu'on a évoquées, c'est ah oui, il a parlé à ma sœur. Ah oui, il a parlé de ça sur les réseaux sociaux, des posts Snapchat, des posts. Enfin, c'est toujours des raisons entre guillemets. Ça, c'est réactif. Futile. Et c'est fou. Ça, c'est de la violence réactive. Mais moi, ce que j'ai déjà vécu et ce qui est généralisé aussi, mais c'est pas en lien avec les deux cas que vous exposez, c'est la violence proactive, c'est-à-dire on prépare le fait qu'on va taper quelqu'un sans aucune raison. Ok. Ah ouais, alors vraiment on le sans voit raison, arriver dans la ok. rue. On le voit arriver dans la rue, on va juste le taper parce qu'en fait, ça ne t'est pas venu à l'esprit avant de le croiser, mais là, j'ai envie d'y aller et on se chauffe et on le fracasse. Ok. Voilà. Ok. Messieurs, parlons des chiffres un petit peu. Je vais vous fournir quelques petites statistiques. Entre 2016 et 2022, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure est très clair. Les tentatives d'homicide ne cessent d'augmenter en France. La hausse moyenne pour ces faits dépasse les 8% par an. Pour la seule année 2022, les tentatives de meurtre ont fait 3584 victimes alors qu'elles étaient de 2259 en 2016. Une augmentation de 59% en 7 ans. La courbe n'a pas arrêté de grimper année après année. Attention, beaucoup disent que ce nombre doit être mis en perspective avec l'augmentation de la population. En gros, selon certains, le nombre de tentatives d'homicide augmente simplement parce que la population en France augmente. Donc nous avons un peu fouillé chez Glitch, on est allé voir l'évolution de la population en France entre 2016 et 2022, et sachez que la population en France n'a augmenté que de seulement 1,87%. En dos, là, moi, je viens de parler des tentatives d'homicide. Ouais. Par contre, il y a un autre chiffre très Moi, important. j'ai regardé les chiffres des homicides. Voilà. Donc, les personnes qui sont réellement décédées. Voilà, exactement. Au début des années 2000, en fait, on se rend compte que les chiffres étaient comparables à ceux d'aujourd'hui. En 2003, on déplorait 987 homicides contre 959 en 2022. En 2023, c'est vrai qu'il y a eu une petite augmentation puisqu'on est passé à 1010, on a passé la barre des 1000 homicides en France. 1010 donc personnes victimes d'homicide, mais ce qu'on doit dire c'est que depuis plus de 20 ans, 25 ans, on est sur des chiffres stables qui tournent autour de 1000 homicides par an, et donc ça nous ramène à des époques où il n'y avait pas les réseaux sociaux qui sont souvent en cause certaines affaires. Il y a une forme de stabilité, donc il n'y a rien qui nous permette de dire que vraiment il y a un ensauvagement comme certaines thèses d'extrême droite tendent à... Après, pour être très complet justement, Elle a fermé. on va terminer sur ces chiffres. Le chiffre que tu avances, donc la stabilisation du chiffre des homicides par an, elle est entre guillemets légitimée par certains en disant oui, les services de sécurité sont plus efficaces et oui, les services de santé, la prise en charge médicale est plus efficace. Ça, c'est pour être totalement complet. En gros, c'était pour évidemment expliquer la différence entre le nombre de tentatives d'homicide et le nombre d'homicides réels. Zach, ces chiffres, pour moi, il en manque un. Pour moi, il en manque Ouais. un, c'est le chiffre sur les violences et les atteintes corporelles aux personnes, Ouais. avec ou sans contexte de vol. Tu parles des coups et blessures volontaires, on est d'accord ? Ouais, exactement. Alors sache que c'est très simple, depuis 2021, il est en augmentation. En 2021, on avait 311 500 cas de coups et blessures volontaires, et en 2023, on est à 384 100. Donc là, pour le coup, c'est encore les chiffres évidemment du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est pour les coups et blessures volontaires en France. Zach, justement, ce chiffre, c'est celui-ci que tu voulais retenir ? Ouais, oui, parce que j'avais suivi le fait que ce soit en augmentation. Voilà. Je suis pas très étonné. Après, je pense qu'il y a plein d'explications sociologiques sur le contexte économique de crise, etc. C'est d'ailleurs typique d'une situation de crise, sachant qu'on vit quand même une crise à tous les niveaux. On vit une crise économique, sanitaire, sociale. Donc, au final, c'est souvent synonyme d'augmentation des violences dans la population. Ok. Sociologiquement parlant. Ando, toi, tu voulais peut-être un peu recentrer le débat sur justement la jeunesse. Est-ce que on voit donc cette augmentation de violence chez les jeunes supposée, entre guillemets, du moment où elle augmente dans la société de manière générale, peut-être qu'on peut supposer aussi qu'elle augmente chez les jeunes. On va essayer de parler de solutions
en d'autres, très simplement, quels sont les facteurs de cette violence et quelles sont les solutions que tu vois à court terme et peut-être à plus long terme? Je pense que c'est impossible de passer à côté des réseaux sociaux pour ce genre de violence. Ouais. Il y a des gens très jeunes, style des collégiens. C'est vrai que tout va très vite via Snapchat. Tout va vraiment très très vite. Nous, déjà à l'époque, c'était Facebook. Et Oui. Quand Facebook était tout puissant. Enfin, toi, tu parles à ton époque, mais à notre Et époque, tu voyais c'était déjà rien. des trucs se monter sur des pages et des gens qui répondaient sur leur mur. Enfin, tu vois, Ouais. vraiment à l'époque, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est de pire en pire. En plus, les jeunes, enfin, les collégiens, les écoliers ont des téléphones et des smartphones de plus en plus jeunes. Après, pour ce qui est des solutions, puisque c'était aussi la deuxième partie de ta question, il me semble. Ouais. Je trouve ça assez dur, en fait, comment tu veux... Ou alors, il faudrait vraiment une régulation, genre, hyper poussée, des conversations. Des fois, tu vois, enfin, c'est juste des groupes, des gens qui Bien sûr. s'invectivent comme tu pourrais t'invectiver par SMS, tu vois. J'ai du mal à voir, en fait, comment on pourrait y remédier. Franchement, après, c'est aussi pour ça que je suis pas aux manettes de ce pays et tout. J'ai pas une inspiration Pas encore, là-dessus. Ando, pas encore. Bientôt. Mais non, j'observe ça avec pas mal de tristesse. Après, est-ce que ce serait... comment tu veux empêcher des jeunes d'avoir des téléphones? Est-ce qu'après, il faut limiter? Peut-être, on en parlait dans un précédent épisode, le nombre d'heures, de minutes passées devant les écrans. C'était fou, bien sûr, c'était fou. À part ça, je vois mal comment on peut y remédier. Après, alors, la ministre, tu disais, peut parler d'une force mobile scolaire. Mais donc, oui, dans l'école, pourquoi pas. Mais je sais pas vous, mais je me rappelle, moi, en tout cas en dehors du collège, t'avais genre des pions, parce que des fois, une fois, je me souviens, il y avait vraiment une grosse bagarre entre deux groupes de gens de mon collège, Ouais. qui avait nécessité l'envoi par le rectorat de pions détachés. D'accord, ok. Juste des sortes de baqueux, tu sais, genre des pions en mode genre plus âgés que la moyenne, etc., qui étaient beaucoup plus froids et durs. En gros, ils étaient là juste pour faire régner la sécurité. Ah ouais. En gros, ils nous dégageaient devant le collège, tu vois. Ok. Sauf qu'après, il y avait un bois derrière où tout le monde allait pour soit discuter, soit certains fumer, etc. Ok. Personne contrôle ce qui se passe à cet endroit-là. Tu vois, Non, c'est bien la sûr. police Toujours à municipale. Mais, proximité, ouais. Ok. tu vois, je vois pas comment tu veux réguler ces endroits-là de sociabilité de la jeunesse où il peut arriver ça en dehors des écoles. Mais bon, comme c'est à la sortie des collèges, par exemple, c'est forcément lié. Zach, il soulève quelque chose d'assez obvious. En fait, oui, ça se fait à proximité, pas forcément dans l'école. Mais moi, j'ai surtout l'impression, avec un peu plus d'expérience qu'Ando, parce que clairement, on est un peu plus âgés, toi et moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Sauf que moi, à l'époque où je voyais ce genre de choses, j'avais pas de téléphone portable avec un appareil photo, je pouvais pas, j'en sais rien moi, diffuser ça sur les réseaux sociaux, je pouvais pas en parler non plus forcément avec mes collègues par WhatsApp ou etc. Ça n'existait pas. Moi, mon sentiment, c'est que ça a toujours existé, simplement que la diffusion et l'information est beaucoup plus rapide, évidemment, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, et que on en entend plus parler, et forcément, ça exacerbe un petit peu cette violence. Est-ce que tu as ce sentiment-là, toi aussi? J'ai le sentiment, non. J'ai pas le sentiment. Moi, je suis un homme j'aime bien les chiffres, parce que manager, c'est mesurer. Manager, c'est mesuré, très bien. Si la mesure indique qu'il y a une augmentation, même qu'elle est de 2%, reprenons quand même le truc, quoi. 2%, ramener à la population générale et ramener à la population qui ne considère ni les vieux ni les enfants, c'est beaucoup. Et à mon sens, c'est un signal d'alerte. Sur la solution, je vais te dire, là, tu as le fruit en fait d'années et d'années d'errance sur la gestion de problématiques psychiques et psychologiques et comportementales chez les jeunes. Tu es à la croisée avec, en plus, je pense qu'on est à l'apogée du système d'un défaut de régulation des émotions chez les jeunes. On le voit avec les chiffres de dépression et d'anxiété qui explosent chez les 18-25 ans. Je pense que c'est catalysé par le smartphone aussi, parce que le smartphone, c'est quelque chose qui leur mobilise l'esprit, où ils sont dans de l'immédiateté et de l'impulsivité en permanence. Donc, en fait, là, tu es juste en train de récolter le fruit de l'inertie que tu as eue sur la prévention et le traitement de l'émotion et des troubles psychiques chez les jeunes. Bonne chance pour rattraper ça. Et si tu te dis que la réponse, c'est seulement mettre en place un système d'oppression et de crainte qui fait que ils vont craindre et du coup, ils vont réfléchir avant de passer à l'acte, c'est faux. Ils sont tous dans une démarche globalement impulsive. Les conséquences, au final, même quand ils les mentalisent, ouais, ils s'en foutent complètement. Parce qu'ils sont dans une démarche impulsive où, en fait, la colère doit parler.
quelles que soient les conséquences en fait. Donc bonne chance pour traiter ça. Moi, j'estime pas avoir la clé magique pour ça, parce que quand c'est le fruit d'années et d'années d'inaction et d'errance, en fait, tu rattrapes pas ça en un coup de semonce, un coup de baguette magique pénale ou quoi que ce soit. Voilà. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, moi, je voulais terminer justement en disant que pour moi, le facteur principal, c'est évidemment l'éducation parentale qui devrait être plus présente chez certains jeunes. Et c'est, selon moi, le facteur majeur. En gros, l'État ne peut pas rattraper les manquements de certaines cellules familiales qui sont absentes ou qui n'inculquent pas les bonnes valeurs. Voilà, pour moi, c'était mon sentiment et je voulais terminer avec ça. Messieurs, on va enchaîner avec notre deuxième actualité du jour. On va parler du système de santé. Ouais. Oh oui. Oui, parce qu'on a un Premier ministre qui veut obtenir des résultats rapides et concrets pour les Français en matière de santé. 2 mois après avoir esquissé sa feuille de route pour faciliter l'accès aux soins, le Premier ministre a précisé plusieurs annonces pour ce secteur. Ando. Exactement, mais déjà, une des principales mesures à retenir, c'est la taxe lapin. Le Premier ministre veut encourager, il dit, un mécanisme de responsabilisation des patients. Donc concrètement, la taxe lapin, c'est quoi ? C'est si vous annulez un rendez-vous avec un médecin moins de 24 heures avant le rendez-vous, donc, il pourra dire si oui ou non il vous fait payer une amende de 5 euros. Donc en gros, comment ça se fait techniquement, après ça c'est autre chose, mais sur le principe, le soigné donnerait son empreinte bancaire au professionnel ou à la plateforme de rendez-vous style Doctolib. Et donc dans ce cas-là, il serait débité sur la bonne volonté ou non du patient. Tu vois, si c'est un cas de force majeure, le médecin pourrait aussi dire bon, je ne fais pas payer 5 euros, il a un proche qui est décédé, j'en sais rien, bon voilà. Oui, il peut y avoir une bonne excuse, enfin. Et ça, pour le coup, cette taxe lapin, c'est une des plus floues dans le sens où il n'y a pas encore de date d'entrée en vigueur qui a été fixée par le Premier ministre. Ok. Deuxième chose voulue par le Premier ministre, des prescriptions d'antibiotiques confiées aux pharmaciens. Avec la volonté de simplifier pour libérer du temps médical, le gouvernement veut faciliter définitivement 16 procédures médicales. Par exemple, à partir de juin, les pharmaciens pourront prescrire directement des antibiotiques du quotidien pour les angines et les cystites, par exemple. Au même moment, l'opticien pourra adapter directement la correction s'il s'avère qu'elle ne convient pas à l'essai des lunettes. En gros, l'opticien pourra faire des tests pour que justement changer les lunettes plus rapidement que si on passait par un ophtalmo. Dans le cadre d'une expérimentation lancée pour un département par région, dès juin, il sera aussi possible de prendre rendez-vous chez un kiné sans passage chez le médecin avant. En gros, aller voir un spécialiste ou un kiné sans passer par un médecin généraliste. Autre annonce encore du Premier ministre, il veut davantage de places en médecine pour avoir donc plus de médecins. Depuis la fin du numerus clausus, on s'en souvient, c'était au début du premier quinquennat de Macron en 2017, le nombre de places en seconde année de médecine avait augmenté. Le Premier ministre, là, cette fois, annonce une nouvelle hausse de la capacité de ce cursus avec, il dit donc 12 000 places en 2025 et 16 000 en 2027, donc à la fin du deuxième quinquennat Macron. Il y a encore 2 choses, dont un plan d'urgence pour les permanences de soins, pour que chaque Français ait un médecin de garde à moins de 30 minutes de chez lui, le soir et le week-end. Mais c'est pas tout. Et il manque un dernier point à retenir, c'est donc l'extension et le renforcement du dispositif Mon Soutien Psy. Ça, c'est à partir du mois de juin. Davantage de séances seront remboursées. Donc là, en gros, tu auras 12 séances remboursées sur la limite d'1 an, contre 8 actuellement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en gros, pareil que pour dans le cadre de la simplification, on va dire, tu n'auras pas besoin de passer par un médecin généraliste pour aller voir un psychologue. Ce qui serait et Zach sera encore plus précis sur ce thème-là que nous. Totalement. Mais voilà, vous avez à peu près tout, en gros, ce qu'il faut retenir. Ça fait beaucoup de changements, beaucoup de volonté de changement en tout cas de la part du gouvernement. Zach, c'est un sujet qui te tenait à cœur. Tu voulais en parler absolument ce soir. Il y a différentes choses qui paraissent d'un premier abord assez bonnes. On peut dire que c'est des bonnes évolutions. Est-ce que toi tu vois des choses qu'on pourrait améliorer ? Est-ce que tu vois des petits trucs qui coincent quand même ? Il y a des questions qui se posent. Côté psy, paradoxalement, je vais pas réagir sur le volet psy. C'est surtout sur le côté médecin que ça fait réagir, dans le sens où alors le plan de lapin, c'est intéressant parce que pour le coup c'est vrai que déjà quand t'es médecin généraliste, que t'as fait bac plus 12 et que t'es payé 25 balles la consulte, attends, 12 euros net. Justement, je te coupe là-dessus. On a regardé les chiffres tout à l'heure avec Ando. Tu sais combien il y a de rendez-vous chaque année qui ne sont pas honorés ?
Par médecin Non, Non, en France, dans le pays sur l'année. Ça se compte en centaines de milliers, je pense. C'est 28 millions. Ouais, c'est ça. C'est Non, c'est incroyable. Ouais. Ça nous a. Enfin, on Ouais, est sur c'est le cul. choqué. Fernando. Donc, ouais, je comprends un petit peu qu'il y a une volonté quand même pour les médecins de. Donc ça, de compenser. Je dirais que c'est soit- la bonne nouvelle au final qui est à peu près acceptable. Bon, il y a des médecins qui ont un peu gueulé. Là où ils ont gueulé, et je le comprends, finalement, c'est sur ce qui paraît une bonne nouvelle pour les gens, c'est le fait d'aller directement chez le spécialiste sans être recommandé par le médecin généraliste ou le psychologue, c'est un petit peu moins grave, mais pour le kiné, ça pose aussi des questions. Je m'explique. Ouais. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Une personne a des douleurs, ce qu'il pense être des douleurs cardiaques, donc il a mal à la poitrine, etc. Il va se dire, c'est le cœur, je vais chez le cardiologue, ok? Actuellement, un cardiologue, c'est 6 mois d'attente, 7 mois d'attente dans la plupart des villes. Ah ouais. Donc, Ouais. il va aller directement chez le cardiologue va le recevoir, et le cardiologue va lui dire, mais en fait, vous avez rien au cœur, vous avez un reflux gastrique qui fait que vous avez l'impression que c'est une douleur au cœur, mais en fait, c'est un reflux gastrique. C'est quelque chose que le médecin généraliste aurait pu voir, et que si la personne avait vu le médecin généraliste, ça aurait pas embouché un peu plus le temps d'attente chez le cardiologue, où les cardiologues et les SP en général vont se retrouver avec une sorte d'embouteillage, si tu veux, une accumulation de la demande de patients Ok. qui n'ont pas été préfiltrés par le médecin généraliste, qui est là aussi pour réguler et qui est un peu le pilier du système de santé actuel, surtout en médecine de ville. Donc, c'est la première question que posent les médecins généralistes en disant, OK, vous croyez améliorer l'accès aux spécialistes, mais en fait, on n'est pas un frein à l'accès aux spécialistes. Au contraire, on régule et on facilite et on désengorge le temps d'attente déjà colossal chez les spécialistes. Le problème, c'est d'abord le nombre de spécialistes avant le fait que les patients puissent pas y accéder directement en passant par le médecin généraliste. Ok. La deuxième chose, c'est le nombre d'étudiants. C'est un sujet qui a été soulevé par les médecins. C'est intéressant aussi Ouais. parce que aujourd'hui, tu dis on va doubler le nombre d'étudiants en médecine. Il faut savoir qu'actuellement, dans les centres hospitaliers, là où les étudiants en médecine font leur stage et leur internat, on est vraiment en souffrance pour encadrer les étudiants en médecine. Donc la question des médecins, c'est OK, vous allez doubler le nombre d'étudiants, mais qui va les encadrer et comment ils vont être formés après à l'hôpital? Ouais. Donc en fait, eux, ils réclament des besoins et des demandes, et ils réclament des moyens à l'hôpital depuis des années et des années. La crise Covid, c'est Bien sûr. Ouais. un marqueur très fort de ça. Et l'État répond en disant, en fait, il n'y a pas assez de médecins, donc on va doubler le nombre de médecins et d'étudiants en médecine. Mais en fait, ceux qui sont sur place disent, les gars, c'est d'abord donner des moyens pour les encadrer et surtout donner des moyens à l'hôpital, et le système de soins peut-être ira mieux, mais je vois pas comment on va répondre à l'accueil de 2 fois plus d'étudiants en fait. Donc ça soulève quand même de super grosses questions. Et un médecin aujourd'hui sur Twitter disait par rapport à l'accès au kiné, il disait, je comprends pas, moi je reçois des appels de la Sécu qui m'appelle, qui me dit vous prescrivez trop de séances de kinésithérapie, et là vous ouvrez les vannes en disant aux gens vous pouvez aller chez le kiné quand vous voulez, sur des soins remboursés en plus. Donc je vois pas ce que vous allez faire. Vous allez contrôler les gens en fait après. C'est-à-dire vous allez trop chez le kiné, tu vois. Donc en vrai c'est pas si simple, tu vois. Et l'effet d'annonce il est très fort. Ouais. Pour les psychologues aussi, hein, c'est intéressant. 50 € remboursés, 12 séances, pas passer par le médecin G. Mais encore une fois, le médecin G, parfois, quand il voit le patient avant, peut-être qu'il détecte une dépression grave, sachant que lui, il peut poser le diagnostic que le psychologue n'est pas forcément parfois en mesure de poser. Il faut savoir que c'est les médecins qui posent un diagnostic d'abord. Et c'est aussi la porte ouverte au fait que certains patients qui souffrent, plutôt que d'aller voir leur médecin avant, vont direct aller voir des psychologues alors qu'ils avaient des pathologies qui avaient peut-être nécessité d'avoir un traitement lourd, et que certains psys vont se dire moi je peux le traiter solo de mon côté. Je vais me faire défoncer par certains psychologues en disant ça, mais c'est la réalité aussi. Donc en fait le système il est pas, c'est peut-être pas les choses qu'il fallait changer en premier. En tout cas c'est ce que les médecins veulent dire aussi. Donc c'est pas tout beau tout rose, et ça soulève des questions. Voilà. Ok. En doute un avis sur ces mesures, sur cette volonté justement de simplifier un petit peu le système de santé? Non, j'ai quand même remarqué, dans mon entourage, etc., des gens qui mettent des lapins, qui posent vraiment des lapins à des vrais lapins. à des médecins. Je ne donnerai pas les noms, mais voilà, ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Oui. Non, après, j'avoue, moi, je m'y connais assez peu finalement là-dedans. C'est pour ça que j'étais assez preneur de l'avis de Zach, tu vois, finalement, sur la simplification en fait du système de santé. J'attends de voir ce que ça donne, mais j'attends surtout de voir en fait quand est-ce que ça va être appliqué, parce que j'ai l'impression que surtout avec ce gouvernement, depuis en tout cas les 100 jours de Gabriel Attal comme Premier ministre, j'ai l'impression d'être submergé par un nombre d'annonces sur plein de domaines. Forcément avec la crise agricole
c'était exacerbé. Mais vraiment, j'attends de voir en fait si ça va vraiment avoir lieu et quels vont être les effets, parce que je sais pas, je vois tellement de choses qui vont être mises en place dans l'immédiat. J'ai un doute sur la capacité de notre pays à mettre vraiment concrètement et appliquer tout ça au quotidien. Mais Donc, j'attends de voir, mais c'est pas l'essence même de la politique, ça, faire des annonces pour qu'elles ne soient pas appliquées plus tard. Bon, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effets de com en fait. oui, mais c'est souvent ça. C'est souvent ça, malheureusement. Bien, messieurs, je vous propose d'avancer. Avançons, messieurs. Avançons. L'instant est grave, l'instant est X. C'est l'heure de l'instant X. Putain, on dirait un lancement de Jean-Luc Reichmann. Exactement. La question go. Putain, toi, tu connais ça, toi? Putain, c'est fou que tu connais ça. Gros. Ah, J'ai non, mais plus- c'est j'ai un- plus Si en jeune tête que ça, hein. Il est pas si jeune que ça, hein. Vous vous Coca. souvenez du nom des petits bonhommes qui dansaient avec Jean-Luc Reichmann sur cette émission ou pas? Les Goulbi-Goulba. Les zizi. Non, attends, les potes. Les potes? C'était un truc comme ça, les petits potes ou les petits potes, potes non ou les potes? Je sais plus. Je sais plus. C'était Ouais, des c'est émotions, les petits cette potes. émotion. Ah, c'était. Cette émission, pardon, lui arrivé C'était- justement. ouais. Mais il y en a eu plusieurs. C'est- Il y a eu Attention à la marche. Il y Bah a ouais. eu, oui, mais il y a eu plein de noms, non? Parce que là, en ce moment, c'est Attention à pas la Attention à la marche, là, hein, c'est les 12 coups de midi maintenant. Ah, bah, ça fait 15 ans que c'est les 12 coups de midi en vrai. Ah, ok, bon, écoute, je regarde plus la télé, moi, surtout pas à cette heure-là, en tout cas. Mais bref. Messieurs, l'instant X, c'est quoi? C'est nous qui, autour de la table, choisissons des tweets qui nous ont marqués, qui nous ont interpellés cette semaine, et on veut les faire partager avec les auditeurs, tout simplement. Ando, c'est quoi ton tweet de la semaine? Mon tweet de la semaine, c'est le tweet d'Amine Mathieu qui dimanche soir dit « Et voici le premier joueur de l'équipe qui rejoint l'aventure Oui. King World Cup, monsieur Samir Nasri. Voilà. Il est déterminé comme jamais, on va vivre une aventure incroyable. » Et je voulais aussi noter la réponse marrante de Nasri, Oui. qui s'est formulé dans un tweet qui dit « Let's go mon frérot, après le match retour à Marseille, on va à Merano se préparer, faire une vraie prépa. Et à tous les haters, même avec des kilos, je suis meilleur que vous. » Il est génial. Attends, on peut préciser un petit peu quand même, parce que Amine Mathieu, donc c'est un streamer Exactement, je donne le français. contexte. Ah, C'est un des plus assez gros connu. streamers français. ouais. Bien sûr. Et il a été choisi, entre guillemets, par Sergio- Gérard Piqué. Ah, pardon, j'allais dire Sergio Ramos. Par Gérard Piqué, effectivement. Gérard Piqué qui organise donc la Kings League World Cup. Oui. Qu'est-ce que Bon. c'est? En gros, pour faire juste le contexte, la Kings League World Cup qui est créée par Gérard Piqué, c'est une Coupe du Monde avec une grosse dizaine d'équipes représentant des pays. Donc nous, la Mhm. France, du coup, Amine Mathieu est le sélectionneur. Mhm. Il va y avoir une équipe du Brésil, de l'Espagne, etc. En fait, c'est des matchs un peu de foot fantasy, si tu veux. Ça se joue à 7 ou 8 joueurs, je crois, par équipe. C'est sur des demi-terrains, Ouais. c'est des mi-temps de 20 minutes chacune, etc. Et à la base, ça vient de la Kings League, de base créée en Espagne par Piqué. Ouais. Bon, en gros, ils ont fait le même format à la base, mais juste avec des équipes espagnoles, donc de streamers style Ibai, style DJ Mario, qui sont des gros Ah oui, bien youtubeurs sûr. et streamers espagnols. Et du coup, le truc a tellement marché qu'ils ont fini par remplir des stades avec les vrais gens, hein, des gens qui regardaient les live Twitch qui sont Bien venus sûr. au stade. Donc, ils ont rempli le Camp Nou à Barcelone avec quand même 90 000 personnes. En plus du Twitch. Voilà. En plus des C'est viewers sur en fait, Twitch, c'est un bien peu sûr. genre l'équivalent du GP Explorer en Espagne. Tu vois, c'est l'aboutissement d'un gros stream, d'un gros mouvement d'abonnements et de follow de streamers Ouais. très puissants qui concrétisent ça. Et lui, ça a pris une telle ampleur. Après, lui, il faut dire, Gérard Piqué, c'est un entrepreneur qui gère des fonds, etc. Donc, il a beaucoup de fonds. Mhm. Il a beaucoup d'argent. Et donc, Amine Mathieu, pour cette Kings League World Cup qui va se passer au Mexique entre fin mai et début juin, Mhm. il doit nommer en gros 13 joueurs qui vont faire la sélection de la France. Et Nasri est le premier de ces joueurs nommés. Donc, on attend encore 12 autres joueurs d'ici là. Ouais. Mais on a trop hâte de voir, quoi. Je crois qu'il y a une restriction, c'est qu'il y a que 2 joueurs pro ou anciens pro qui peuvent participer dans l'équipe. je crois. Alors, c'est pas qu'il y a des restrictions, c'est que lui, il a choisi de mettre au final 3 joueurs que lui choisissait, dont Nasri, donc. Donc, lui, il va choisir encore 2 autres mecs. Ok. Et sinon, ils sont déjà en train de faire passer des tests pour les joueurs qui sont volontaires pour avoir les 10 meilleurs joueurs de ces tests-là qui formeront l'équipe. Oui, ça j'ai vu, il a passé un casting géant Voilà. et les gens envoient leurs vidéos, regarde ce que je sais faire, la Voilà. lucarne, etc. Bref. Et donc, Samir Nasri, incroyable, quoi. Bah oui, c'est bien, En c'est plus, bien, c'est un bon début. À tous les Marseillais, ça parle, quoi. Genre, je veux Oui. dire, Zach, il est pas insensible. Ah ça, j'aime beaucoup Samir Nasri. D'une part pour le service sportif Ouais, c'est le minot. rendu à l'Olympique de Marseille, mais aussi pour sa personnalité haute en couleur que j'apprécie beaucoup en interview. Ouais, Et c'est vrai. Sa sincérité. Il est surtout. très cash, très. Ah, bah ouais. Ah, là pour le coup. C'est une nouvelle coqueluche de Canal. Hein, Quand tu lui maintenant poses qu'il une est question, consultant là-bas. il répond. Il dit les termes. Moi, mon petit tweet de la semaine, c'est pas. Si, c'est un tweet qui moi, m'a interpellé, mais c'est plutôt un compte entier. C'est un compte qui s'appelle tout simplement Learn Something.
En gros, apprends quelque chose, quoi. Et ça bien, met ça. des petites vidéos à chaque fois pour dire voilà comment ça fonctionne. Mais des trucs très basiques. Vas-y, je vais regarder. En gros, je suis tombé sur comment ça fonctionne une balle de revolver. Parce qu'on se dit, ok, ça part tout seul à chaque fois, mais comment est-ce qu'à l'intérieur de la balle ça D'accord. fonctionne, etc. Il y a un petit schéma en 3D qui t'explique, voilà, ça explose à tel moment, la partie de la balle qui part, etc. C'est tellement bien expliqué. Il y a d'autres choses, hein, on peut faire une petite sélection. Il y a le mouvement de la Lune qui a un impact sur les marées, qui est expliqué aussi, tu vois. Enfin, c'est vraiment des trucs C'est incroyable. assez cool et tu te dis, mais putain, en gros. Tu t'es jamais posé la question, mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt cool. C'est un compte Twitter que je vous invite à suivre et vous allez être assez étonné. Eh ben, je follow. Zach, quel est ton tweet de la semaine? Tu éclairciras le compte parce qu'il y a plusieurs learn something. Alors donc oui, tu as donneras raison. Le Alors arrobase. le arrobase exact, c'est cool tech tips avec le tips TIPZ. C'est mieux. Merci. Voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, Zach. Je suis à ta disposition. N'hésitez pas. Mon tweet, c'est en lien avec du coup les réactions par rapport aux annonces de santé. Ok. C'est un tweet un peu cynique et rigolo d'un médecin qui s'appelle DC132 qui a dit on va former, entre parenthèses, on verra comment, 16 000 médecins par an, ok, mais un jour est-ce qu'on se penchera un peu sur leur service rendu ou alors est-ce qu'on va créer 16 000 Olivier Véran épilateurs de cif. Le problème est un problème de quantité mais aussi de qualité. Oui. Parce que c'est bien de former des médecins par wagon. S'ils finissent en maison de rhume ou à botoxer de la cagole par milliers, quel intérêt? La qualité, bordel. Voilà. La qualité, un peu en colère. bordel. Ok. Ouais. Merci, messieurs, pour ces tweets qui, De rien. j'ose espérer, raviront nos auditeurs. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des tweets à nous J'ose envoyer. espérer Ça peut être cool. Ça peut être cool, des trucs à Ah, découvrir. dans, tu vois, dans bah la ouais. section des questions et tout, genre. On n'y pense jamais, mais des tweets sympas, des trucs qui vous ont marqué, qui vous ont fait rire, on est largement preneurs. Messieurs, j'ai fait une promesse un jour, une grande promesse, et je crois qu'il est temps. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. De quoi tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue! Pompier Bonneuil! Porte de Montreuil! Porte de Montreuil! Taisez-vous! J'ai fait une promesse à quelqu'un. À qui j'ai fait une promesse d'ailleurs? Moi, je sais. À qui j'ai fait Fait une promesse à notre directrice de l'information, Mathilde. Oui. Cher auditeur, nous avons une personne qui est là depuis le début, qui est une auditrice fidèle, plus que fidèle d'ailleurs, parce qu'elle est là plus que jamais. C'est Mathilde. Mathilde, elle nous suit depuis le début et elle nous avait dit qu'elle voulait une recommandation du film Dune 2. Elle voulait au moins avoir un avis critique et qu'on en fasse une chronique culture. Mathilde, il est temps. Il est temps qu'on parle de ce film. Car je suis allé le voir pour toi hier soir. Mathilde, d'ailleurs, avant tout, avant de commencer cette critique, je viens de voir à l'instant que tu nous avais envoyé toutes tes questions. Malheureusement, il est trop tard. Mathilde, Les absentes ont toujours tort. Mathilde, qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous as mis en retard. Tu nous as mis en retard. Toutes les questions, parce que chaque semaine, Mathilde nous envoie énormément de questions. Et bien là, ça y est, c'est trop tard. Voilà, on est passé à autre chose. On les garde pour la semaine prochaine. On se fait un On est petit ferme. remix pour la semaine prochaine. On est ferme là-dessus. Voilà, l'heure, c'est l'heure, Mathilde. Pas de On laxisme. est juste et ferme. Mais Mathilde, ne coupe pas ton appli de podcast pour autant, car on va parler de Dune 2. Bah oui, je suis allé le voir pour toi, pour qu'on en parle aujourd'hui. Et alors? Dis-nous Bon. tout. On est sur un bon film. Ok. Ça, c'est une bonne base. On est sur un bon film. Dans l'ensemble, moi, je vais vous parler un petit peu des choses qui m'ont marqué. Zach, promis, pas de spoil. Promis. Mais je le verrai pas, je crois que j'en ai rien à foutre. Le mec me traque toutes les semaines pour pas spoiler les trucs, putain. Ok. Vas-y, Moi, balance. je vais tout spoiler, j'en ai rien à foutre à la fin de l'heure. Voilà, c'est super, génial. Bref, dans l'ensemble, la photographie est folle. Denis Villeneuve veut nous plonger dans une ambiance sableuse, désertique, tamisée par nature, et ça fonctionne très bien. On sent vraiment que chaque plan est réfléchi et travaillé. Je me suis fait une réflexion pendant la séance. En gros, ce mec-là, il maîtrise parfaitement l'art du second plan. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement dans les films. Il arrive à faire passer des actions ou des sujets majeurs. En gros, l'action se passe à cet endroit-là, et ben en fait, il arrive, lui, à le faire passer en arrière-plan. Et pour le coup, ça perd pas pour autant en importance. En gros,
Je vais faire très simple. Vous regardez le plus basique des Marvel, on imagine une explosion d'un vaisseau. Ben, on va suivre le vaisseau, on va les voir s'exploser et s'écraser au sol et on va se focaliser sur le vaisseau. Là, dans Dune 2, je vais reprendre le même exemple, il y a l'explosion d'un vaisseau. Ok ? Et en fait, cette explosion de vaisseau, elle arrive en second plan. On voit l'acteur principal, Timothée Chalamet et Zendaya, courir dans le sable et l'explosion arrive en second plan. Et pourtant, tu te dis pas ah oui, il se passe rien. C'est génial. C'est génial. En gros, tu te dis déjà visuellement, c'est fou. C'est assez fou en fait parce que t'as un effet de perspective qui est assez incroyable. Mais tu te dis ouais, le mec ne veut pas faire justement du blockbuster, ne veut pas faire du waouh, image impressionnante pour une image impressionnante. Et ça revient assez souvent dans le film. En gros, le truc important se passe souvent en second plan et je trouve que ce mec-là maîtrise énormément cet art. En gros, j'ai appelé ça l'art du second plan, mais après, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Au-delà de cette volonté scénaristique, donc, ce sont des plans magistraux et c'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas un seul plan dans ce film qui n'est pas c'est vrai, ça. beau en réalité. Malheureusement, j'aimerais enchaîner sur un truc un peu plus négatif. Dans le film, il y a des écarts dans les scènes. Certaines sont vraiment très longues, où on se dit, on se fait un petit peu chier. Et tandis que des séquences majeures sont ultra rapides. Je peux te spoiler, Zach, du coup. Ça y est. Tu peux. Je peux te spoiler. La scène de fin, non, la bataille finale, la grande bataille, entre guillemets, elle a duré quasiment autant de temps qu'une scène de baiser avec Zendaya. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc le grand moment du film, le grand affrontement, va durer quasiment autant de temps qu'une scène de conversation et de baiser avec l'actrice secondaire. Et moi j'ai trouvé ça, je me suis dit mais attends, mais il a compressé, il a fait un truc, c'est pas possible. Juste il a dit j'ai pas le temps, ou c'est une volonté de montage justement de gagner du temps sur certaines choses, mais moi ça m'a paru genre 1 minute quoi. Je me suis dit ça y est, on est dans la scène finale, et en fait non, c'est fini déjà. Je sais qu'Ando, toi tu l'as vu aussi, est-ce que tu as cette impression là que le mec a fait au montage entre guillemets des choix quoi, et que ça se voit, ça se sent? Je sais pas si c'est au montage, mais oui effectivement il y a cette impression là de tu te dis c'est déjà fini là le combat. Et non, oui, il y a certaines scènes qui sont assez longues. Mais en fait, je pense que globalement, le film met quand même beaucoup de temps à s'installer. Ouais. Alors, sinon, peut-être je vais spoiler trop, mais je vais peut-être pas m'avancer autant. Mais on aurait pu quand même garder l'essence du film, etc., et toute la beauté de certains plans, etc., en accélérant. Genre, franchement, je trouve que juste la première heure, elle est pas interminable, mais c'est vrai qu'elle est longue. Elle est longue. Il se passe pas énorme de trucs quoi. Et tu as raison. C'est que de la mise en place en fait. C'est de la mise en place. Ah ouais, c'est que ça. D'un truc qui va forcément être l'affrontement final avec l'Empire. Bref, je spoil pas plus que ça. Il y a un autre exemple. Il y a vraiment ça. Assez simple. C'est il y a une scène de bascule dans le film. Voilà, je vais pas tout vous raconter. Et tout va trop vite. En gros, on a un personnage principal qui va entre guillemets devenir un peu plus dark. Voilà, sans tout vous révéler. Et tout va trop vite. On ne sait pas pourquoi il fait ça. On ne sait pas comment c'est possible. On ne sait pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Et ça se fait en une fraction de seconde. C'est très difficile de ne pas spoiler. Mais voilà, il va boire un liquide et voilà, il va se passer quelque chose. Et ça se fait genre dans l'espace d'1 minute. Moi, ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, voilà, il y a des moments où ça va trop vite, des moments où ça va pas assez vite. Et je me suis senti un peu entre deux, quoi. Parlons un peu des personnages. Timothée Chalamet est incroyablement charismatique. Ça, faut le dire. Très honnêtement, pour la première partie du film, en tout cas, il est fou. Il rentre dans le rôle à la perfection. Dans la seconde partie du film, où justement il devient un peu plus dark, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis pas si fan que ça. Voilà, il colle pas vraiment avec le personnage de meneur, leader. Je vous invite à aller voir ce film. Voilà. Mais en tout cas, non, Chalamet, c'est dans tous les cas, de manière générale, un très bon choix pour ce personnage. Et ça, il n'y a rien à dire. Zendaya est parfaite dans son rôle. Rien à dire. Là, clairement, rien à redire. Et moi, j'ai une petite mention spéciale pour Javier Bardem. Javier Bardem, très stylé. Ouais, il est ultra stylé. On s'attend à ce que ce soit un gros balourd, un peu violent, un peu rustre, tu vois. Et finalement non, on a un petit personnage fanatique, illuminé, et honnêtement ça marche plutôt bien. Est-ce que je peux finir sur les personnages en faisant un petit top et flop des personnages? J'ai un très 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 gros flop, et je pense que Zach connaît cette personne, c'est monsieur Austin Butler.
Ah ouais. Ouais. Il joue un antagoniste dans le film. Il est censé être un psychopathe qui part complètement en sucette et rien ne va en vrai. Il a pas la carrure, il dégage rien, il devient fade et au final on a limite l'image d'un figurant alors que le rôle voudrait qu'il marque les esprits et pourtant moi ça m'a pas marqué du tout. Je sais pas si Ando t'as eu la même sensation que moi ou Je suis pas. en train de regarder qui est Austin Butler. Ah, donc tu sais même pas qui il joue et Ah si, c'est bon, je viens de capter. ok, ah ouais, bah ouais. Ah bah excuse-moi, mais il a un peu grimé quand même dans le film. Alors oui, il est grimé, mais honnêtement, si je t'avais dit ça, tu m'aurais dit sa performance, elle m'avait marqué. Elle t'a marqué? Moi j'ai bien aimé, tu vois. Ok. En fait, je trouve que justement, il a un physique qui correspond pas forcément au rôle Ah ouais. et que ça lui donne un côté un peu sorte de tu sais, il y a un truc un peu genre imprévisible. Ok. Tu sais, c'est pas genre un gros vraiment molosse qui est censé jouer les méchants, etc. Oui, comme l'autre personnage. Bah, j'ai plus le nom d'ailleurs du. Juste acteur. avant, mais bref. Oui, bien sûr. Et je trouve justement il y a un truc un peu neuf, un peu frais, je trouve là-dedans. Ok. J'en dirai pas plus, mais Bon, ça c'est pour le flop. Le top, c'est évidemment l'actrice Rebecca Ferguson qui joue la mère de Timothée Chalamet. Pour moi, son jeu il est exceptionnel. Elle représente à elle seule le côté dark dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, à chaque fois que tu la vois à l'écran, tu te dis oh là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui une sorte de malaise en vrai. Elle est parfaitement juste. Elle arrive à dégager une émotion à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran profond. et franchement, je trouve ça vraiment fort. Actrice que je ne connaissais pas par ailleurs. Avant, Moi non plus. je l'avais jamais vue nulle part. Et donc, grosse découverte et chapeau à elle. Donc, finalement, ce film, oui, allez le voir. Il y a parfois des petites... on en parlait tout à l'heure en dos, mais il y a des moments où je me suis dit, ah ouais, là, il est passé dans le Star Wars complet, tu vois. Comparé au 1, ouais. je me suis dit, oh putain, mais ça, c'est Star Wars. Ça, c'est totalement Star Wars, tu vois. Donc, forcément, le mec a été influencé. Mais non, évidemment, c'est un film à voir. Allez voir le premier, hein, ne faites pas commando, allez voir le premier avant de voir le deuxième. Mais non, c'est un très bon film. Le scénario est incroyable, évidemment, c'est tiré d'une œuvre qui est connue et reconnue depuis des années. Donc non, ce film est génial et on attend évidemment le 3 avec impatience. Mathilde, si tu attendais mon avis, fonce, va le voir. Et puis fais abstraction des petits côtés négatifs que je t'ai dit, mais profite du moment. Voilà. Zach, évidemment, toi, c'est niet, quoi. Ouais, c'est niette et confirmé par ta chronique, j'irai pas voir cette merde. D'accord, j'irai pas voir cette merde, carrément. Ok. Bon, et ben voilà, j'espère que t'es en forme, Zach, parce que dans tous les cas, c'est plutôt l'heure de. Est-ce que ta chronique sera aussi merdique que Dune à tes yeux? Non. Je pense. Non. Je l'espère. Non. Oh. Il est Pourquoi dur. Écoutez, Pourquoi? on va rester dans le thème des annonces de notre cher Premier ministre. Ok. Et je vais surfer sur la vague du débat de remboursement des consultations chez le psy et l'accès direct au psy sans passer par le médecin généraliste. Et je vais parler ici de l'intérêt ou non de se rendre chez un psy. Et plus particulièrement, je tenterai de répondre à la question suivante. Aller chez le psychologue ou trier ses déchets, quel choix faire pour quitter ce bas monde la tête haute? Oui, ça d'accord. me paraît- Ah ouais, faites toujours la même tête après mes questions. De toute façon, vous Mais levez en les fait, il y a yeux le au ciel, choix que- putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a que le choix entre ça et ça, c'est tout, il y a rien d'autre. C'est ça. J'adore. Alors attends, ok. Vous pouvez répéter la question? Je vais pas la répéter. Répète-la, Mais je vais- répète-la. Il faut qu'on fasse un choix avant, non, quand même, qu'on se dise un truc. Non. Non. Ok. Bon, si, ok, si tu veux. Vas-y. On verra si tu arrives à nous convaincre après. Aller chez le psychologue ou trier ses déchets, quel choix faire pour quitter ce bas monde la tête haute? Oh, bordel de merde. J'ai ma petite idée. Bordel. Attends, les deux sont compatibles d'un côté, hein. Tu peux faire les deux. Zach va nous le dire. Le principe de ma question, c'est que vous n'êtes pas censé pouvoir y répondre tellement les perchés, donc Ah ouais, je vais moi, je te quand même confirme tenter que- d'y répondre. Moi, je fais Et, ni l'un ni l'autre, et- donc voilà. Hein. Et pour ça, nous allons analyser un cas de psychologie quotidienne assez anodin. Et on parlera pas ici de dépression grave ou de crise suicidaire ou de troubles psychiatriques lourds qui nécessitent bien sûr un soutien. On va ici parler de Thierry. Alors Thierry, il n'a pas eu une année trop ouf au niveau du boulot, il n'a pas perçu la fameuse prime promise par son connard de patron. Et c'est avec regret qu'il a dû renoncer à son road trip détox numérique avec sa douce Gaëlle. Alors, Gaël et Thierry, c'est un petit couple, c'est le genre de couple qui communique finalement peu sur leurs émotions. Ils sont passés un peu maîtres dans la discipline de la merde sous le tapis, qui applique une stratégie plutôt coûteuse mais efficace pour pas se prendre la tête. Donc on se retrouve jamais vraiment face à face.
Et dès qu'il y a un espace entre nous deux, on va le combler avec une série Netflix, des dîners chez des amis, des expos chiantes, des brunchs et plein de voyages. Ok. Bref, du bruit et de l'action. Alors forcément, l'annulation du projet Road Trip Detox crée une tension palpable au sein du couple, qui est soudain pris d'une angoisse indicible, car une question les obsède dès lors. Mais que va-t-on faire maintenant ? Autrement dit, comment allons-nous combler le vide laissé par cet immense projet qui allait à nouveau nous permettre de différer le moment où on pourrait verbaliser qu'on se supporte plus l'un et l'autre ? Thierry, lui, est issu d'une éducation à tendance patriarcale, et malgré 8 ans passés dans l'Est parisien qui lui ont permis une certaine déconstruction salvatrice, il est piqué dans son instinct primitif de mâle protecteur, avec le sentiment d'échec, d'avoir été incapable d'avoir pu contenter sa femelle et offrir à son foyer une quiétude matérielle suffisante. Alors Thierry, il est un peu honteux de cette pensée rétrograde et phallocrate, il en dit rien à Gaël, mais la tension sous-jacente reste un peu vive. Eureka, dans ce marasme, apparaît une bien belle nouvelle. En annulant leur voyage, leur bilan carbone s'en retrouve quand même vachement amélioré, comme le souligne Gaël. S'ensuit une discussion sur l'intérêt de l'écologie et une soirée de binge-watching de vidéos YouTube sur l'avenir de la planète et de l'éco-conscience. À partir de demain, amour, on va tout trier, s'exclame Gaël, les larmes aux yeux de se sentir une bonne humaine. Et c'est sur ces mots que Gaël et Thierry filent au lit. Au coucher, Thierry est néanmoins soucieux et son sexe est la première victime de cet excès de sang dans le cerveau à force de turbiner. Comprenez, il a eu une grosse panne des familles. Bravo Thierry. Ainsi, Thierry s'est couché plus conscient écologiquement, mais impuissant. La caresse de Gaël sur sa joue, le rassurant, n'a que très peu pesé dans la balance. Au contraire, ça l'agace. Thierry semble présenter alors des failles narcissiques et identitaires qui s'exacerbent dans ce genre de moment. Au lever, Gaël s'est réveillé plus tôt et prépare un petit déjeuner riche et généreux comme une consolation qui a récolté tout l'effet inverse. Thierry, sans un merci et sous le coup de l'émotion et d'une nuit dégueulasse, ça finit par balancer. Bah, s'il faut que t'aies pitié de moi pour avoir un petit déj, bah, je vais essayer de me faire virer de mon taf puisqu'il me paye. Gaël, effrayée, est alors plongée dans un revival de ses disputes parentales de l'enfance. Elle pense au divorce de ses parents, à son père qui a perdu son emploi, qui a fini alcoolique, et elle part en claquant la porte. Et là, ça va s'enchaîner. Concentrez-vous. Donc, sur le trajet de la voiture pour le travail, elle est à vif. Elle tamponne la trottinette électrique d'un certain Lucas, qui est un alternant exploité dans une start-up. Alors, Lucas, il est en retard pour le stand-up point de 9h30 avec son boss Marco. Alors, Marco, lui, c'est un start-upper qui se prend pour Elon Musk parce qu'il a fait une levée de 200 000 balles alors qu'il n'a jamais été rentable. Lucas, l'alternant, lui, il a mal à la tête du choc après être tombé de la trottinette, mais il esquive les urgences parce qu'à 11h, il doit faire partir un mail capital pour récolter la dernière pièce d'un appel à projet super important. Mais le mail ne partira pas parce que Lucas a zappé, parce que Lucas il souffre d'une confusion mentale après son choc à la tête causée par Gaël suite à la dispute avec Thierry. Ok. L'appel à projet non remporté, ça signe le glas de la start-up, la descente aux enfers pour le patron Marco qui, dans une spirale de désespoir, finit par sortir, boire beaucoup, trop, se droguer un peu, beaucoup, trop. On est à 2 mois du petit déjeuner de Gaël et Thierry, au matin d'une sortie de boîte du 16e parisien, au volant de sa bagnole de luxe et le cerveau ramolli par des substances. Marco, le start-upper, ne réagit pas assez rapidement pour éviter de tamponner mortellement la jeune Charlotte, brillante chercheuse en neurosciences, qui, si elle n'avait pas été écrasée, aurait découvert 3 ans plus tard le traitement miracle contre Parkinson. Oh là là, dommage. Hein. Au même moment, de l'autre côté de la ville, pendant qu'on ferme le sac mortuaire de Charlotte et qu'on passe les menottes à Marco, notre petit Thierry du début est en train de sortir la poubelle jaune, satisfait de lui, d'une part d'être éco-responsable, mais aussi de la demi-molle qu'il a retrouvée grâce au médoc filé sous le coude par son pote pharmacien. Thierry ne se doute pas qu'il vient de priver de guérison les futurs malades de Parkinson. Et surtout que Thierry, des comportements à la con comme il a eu le matin du petit déjeuner, il en a tous les jours. Et il y a beaucoup de Thierry. Alors, Thierry, vous allez me dire, Zach, t'exagères. Bien sûr, j'ai exagéré. Zach, mais c'était un moyen. Pardon. Zach, t'exagères. Putain. T'exagères, Zach. Zach, t'exagères. J'ai exagéré, mais c'était un moyen de dire qu'on que peut-être on ne devrait jamais négliger la portée de nos petites actions quotidiennes. Car peut-être que tout a une résonance et peut-être que tout s'amplifie pour le meilleur et pour le pire. Apprendre à se connaître et à dealer avec ses émotions et son comportement, c'est peut-être pas un luxe, c'est peut-être un devoir. Malheureusement, très peu appris à l'école. Et le pire, c'est que comme Thierry, on n'a jamais vraiment conscience des conséquences indirectes et lointaines de cette paresse d'esprit où, ma foi, on sait qu'on n'est pas parfait, mais on s'en contente. El famoso, j'ai un gros caractère. Non, t'es peut-être juste un gros con paresseux, point. Oui, c'est souvent ça d'ailleurs. Oui. Parce qu'il n'est pas question de perfection. Il n'est pas question de perfection ici, il est question d'une responsabilité d'être humain. Pour éviter que nos petites boules puantes se transforment en cascade de merde. Et désolé pour l'image, mais finalement, quand l'humain n'a pas la merde devant les yeux, il fait parfois l'économie de tirer la chasse.
Une infection dentaire qui nous fait puer de la gueule, on s'en occupe. Par contre, les nuisances morales qu'on inflige, on a tendance à moins s'en soucier. Alors, faire ce travail quand on est né au mauvais endroit, dans le mauvais milieu, avec un accès aux soins limité et une éducation dégueu, c'est vrai, c'est compliqué. Et c'est tout le débat des dernières annonces ministérielles, quoi qu'on en pense. Un accès aux soins mentaux facilité et pris en charge. Oui. Par contre, quand on est né au bon endroit, qu'on a les moyens suffisants pour prévoir un voyage détox numérique et qu'on se comporte comme un connard et que finalement on s'en branle, c'est criminel. Alors Thierry, continue de trier tes déchets, bien sûr, pour sortir la tête haute de ce bas monde, mais surtout, va chez le psy, bordel. Sur ce, ne soyez pas des Thierry, surtout si vous voyez souvent que les gens claquent la porte quand ils ont parlé avec vous. C'est peut-être le moment de traiter le problème. Sur ce, bonne thérapie, bonne semaine à tous, et surtout bonne chance. Bonne chance à tous. Mais oui, putain, Thierry. J'adore ce personnage de Thierry. Thierry, eh bien, Thierry. Ah, Thierry, Thierry, va chez le psy. C'était peut-être le Thierry du Bel-en-Bras. Je sais pas si c'est le même, je me rappelle plus comment je l'ai décrit l'autre. Je sais pas non plus. Ah, mais il y a des chances que tu l'aies appelé Thierry en fait. Hein. C'est possible. Ouais, T'aimes bien Thierry, carrément possible. T'aimes bien Thierry, toi, hein. Mais attends. Ouais. Il y a beaucoup de Thierry. Thierry du Bel-en-Bras. Ah oui, c'était le mec avec sa femme. Oui. Ah oui. Exactement. Ouais. Mais écoute, Voilà. merci Zach pour cette chronique. Il y a un message caché, non? Non, remarque, tu l'as dit très clairement en fin de chronique, donc il est pas forcément caché. Allez chez le psy, quoi. Triez vos déchets aussi si vous voulez. Alors, triez vos déchets. Ça, on peut que vous encourager à le faire, évidemment. Mais allez chez le psy, ça peut être que bénéfique. Merci, Zach. On se dirige vers la fin de cette émission. Oui. Oui, vous le savez. Eh oui, on le sait. Mais il y a encore un petit truc sympa avant, quand même. Ah ouais? Bah ouais. Petite reco? Les Ma petite recocos. reco, exactement. Ah oui, chaque semaine, on vous donne des recommandations culturelles, que ce soit des films, des séries, j'en sais rien moi, des musiques, des albums. Toujours pas de resto. Non? Bah, t'en as fait une tout à l'heure là, à Marseille. Resto à Marseille, c'est vrai, j'en ai fait un Ouais. à Marseille. Ouais. Bah, de toute Comme façon, Zach aussi d'ailleurs. c'est le seul à Marseille hein, qu'il faut visiter selon moi. Mais après, oui. Des recos. Vous avez des recos cette semaine, messieurs? Bah, comme toutes les semaines, écoute. Bah, peut-être que cette semaine, t'as Alors. rien trouvé qui t'a plu. Oh, Zach a l'air chaud. Allons-y. Zach. Qui touche. J'ai envie de dire que j'ai fini le problème à 3 points. Ah. Le truc là, la série dont je vous ai parlé. C'est vrai. Il l'a tellement fini qu'il s'est trompé dans le nom. Le problème Non. à 3 corps. Oh, à 3 corps. Bon, Ouais. franchement, voilà. J'ai pas trouvé ça fou. Ok. Franchement. Yes. Ah, Je suis un peu déçu. Ok. Je suis assez d'accord. C'est pas non plus exceptionnel. Hein. C'est bien produit, mais il n'y a rien de fou. Hein. Il a Je raison. préfère vraiment la hype qu'il y a autour de cette série avec le producteur qui est mort et surtout là la Chine qui commence à se vénère parce que c'est un roman chinois à la base. Oui. Que dans le roman chinois, c'est les Chinois qui trouvent la solution et qui se battent, et que là, dans la série, la Chine fout la merde, mais derrière, c'est les États-Unis qui trouvent la solution. C'est tu vois. l'inverse total en fait. Mais Ah, j'ai pas c'est Donc cool. là, C'est la Chine, la très mauvaise sur la production C'est quoi cette Netflix. série, les gars? bah, le problème à 3 corps sur Netflix. Ah, d'accord, ok, c'est celle-là, d'accord. Ouais, le gros truc. J'avais pas qui- compris qui qu'il parlait vient de d'une autre. sortir. Mais en vrai, oui, tous les trucs à côté de cette série, c'est Ah, assez c'est dingue. fort ce assez qu'ils ont dingue. fait, du coup, les Américains. d'accord. D'ailleurs, la personne a été condamnée à mort, celle qui a empoisonné le producteur. Ah oui, condamnée à mort. Ok. Oui, c'est pas pareil qu'en France. Il y a des choses qui sont possibles ailleurs. Oui. C'est assez rare. Faut ouvrir les chakras. Et donc, Zach, c'est la vie finale? C'est la vie finale, et ma reco, sinon, outre ça, ma vraie reco, c'est un documentaire qui s'appelle Poulet frites sur Netflix. Poulet frites. ok. C'est une émission de striptease qui a été reprise par Netflix. Il y avait déjà eu un épisode diffusé sur Netflix avec la juge belge, qui est une juge d'instruction en Belgique qui fait des enquêtes criminelles. Ok. C'est un épisode d'1h30 où tu suis le quotidien d'une juge belge qui a une personnalité de folie. Et en plus, c'est en Belgique, tu rigoles. Ah, mais bien sûr. Où en fait, elle Et t'as suit les les affaires scènes criminelles. dans Et- les trucs, dans les tribunaux. C'est ça. Ah Et là, ouais. t'as un nouveau. Non, là, c'est pas dans les tribunaux. C'est vraiment Ah. dans le bureau de la juge. Tu vois les détenus qui vont chez elle Ok. et comment elle mène les enquêtes. Trop Et là, bien. Poulet frites, c'est un nouvel épisode où il y a la 7 juges aussi, et tu suis une équipe de brigade criminelle sur un meurtre d'une femme. Donc Ok. ça part de la scène de meurtre, t'es dans la... Les caméras ont suivi les équipes partout, en fait. Donc Ok. t'arrives dans la scène de meurtre, tu vois le corps et tout. Ok. Et en fait, après, tu suis l'enquête, où en fait, déjà, ça ressort, en fait, comme c'est complexe le métier de flic de terrain. Parce que dans les films, tu as toujours la vision de l'inspecteur qui arrive, etc., Ouais. et qui après fait son enquête. En fait, non, c'est des OPJ qui font ce travail-là. L'inspecteur de police, il a plus un boulot de représentation administrative et de coordination générale, mais sur l'enquête, finalement, c'est des OPJ. Et en Belgique, je crois que c'est pas trop différent. Et tu vois l'enquête, comment elle est menée, et elle est assez ouf, l'enquête. Ça part d'un meurtre dans une cuisine, on trouve une femme.
Et tu pars avec de grosses certitudes au début, à la fin tu t'atterris un peu et c'est assez ouf l'issue de l'enquête, quoi. Ok. Donc Ok. avec la légèreté de la juge qui a ce côté détaché et humoristique, alors qu'elle est très sérieuse et très performante dans son travail, Ok. mais elle a un détachement total des horreurs qu'il y a en fait et qu'il voit, qui est certainement un mécanisme défensif, tu vois, mais son personnage, il est incroyable, cette meuf. Et Ok. c'est du réel, hein, donc c'est un vrai docu et Ah je vous ouais. le recommande. Ok. Ça me donne vraiment envie de le voir, ça. Ouais. Le nom, Ok, super. Ou les frites. Poulet frites sur Netflix. Ok. Ando, c'est quoi ta reco de la semaine, toi? Alors moi, c'est une série, pour Oh. le coup. C'est la deuxième fois d'ailleurs, 2 fois en 2 semaines. C'est non, non. c'est la même série, du coup, que la semaine. Ouais. Alors, je vous recommande cette fois la saison 2. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'y ai cru. Ce serait abusé. J'y ai cru. Non, c'est la sortie de la saison 2 pour le coup de Tokyo Vice. Vous avez jamais fait de reco de Tokyo Vice, il me semble. Attends, Tokyo Vice. Ça te dit un truc ou pas? C'est un Américain qui débarque dans les gangs japonais et qui Exactement. se fait une place. En gros, c'est l'histoire inspirée de faits réels. Ouais. C'est un mec qui s'appelle Jake Edelstein, Ok. qui est genre un Américain qui est le premier journaliste occidental à intégrer la rédaction du premier quotidien du Japon, Ok. à Tokyo donc. Ah. Et en fait, lui, son kink, c'est vraiment genre d'enquêter sur les Yakuza, donc cette fameuse bien mafia sûr. japonaise Bien dont sûr, tu la mafia. parlais. Ouais. C'est trop bien. Ok. Ça se regarde tellement vite, genre le personnage est charismatique. C'est une série qui bouge énormément. Et t'apprends finalement beaucoup de choses sur la culture japonaise, loin des, on va dire, des traditionnels un peu manga où t'as un peu toujours les mêmes refs, etc. Tu Ok. vois, là, t'es vraiment dans les bas-fonds de Tokyo. Et moi, je kiffe. Ok. Les clubs de C'est sur quoi? style. Sur quelle plateforme? C'est MyCanal. MyCanal. Très Ouais. bien. Très bien. Très bien. Et ben moi, je vais terminer ces petites recos avec une. Alors c'est une série, mais c'est une série sur YouTube, c'est gratuit. Allez-y, jetez-vous. C'est une série d'humour. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je t'ai envoyé le lien, Zach, d'ailleurs. Ouais. Vous connaissez Jérémy Nadeau? C'est un Ouais. humoriste, ouais. Et bien, il a fait une petite série sur YouTube. Bah, c'est assez vieux, ça a 3 ans. 2 petites saisons, et ça s'appelle Frères, tout simplement. Il est en collaboration, entre guillemets, avec Vincent Scalera. C'est un autre humoriste. Et je l'ai je pas vous assure, en gros, leur duo, il est incroyable. Ils ont des petites scénettes comme ça. En gros, ça dure pas longtemps. L'épisode, il dure quoi, 5-6 minutes à chaque fois. C'est incroyable. Voilà. Ça se mange très rapidement. Ça se bouffe en une soirée. Donc, allez-y. Ça s'appelle Frères. C'est disponible sur la chaîne de Jérémy Nadeau sur YouTube. Donc, foncez voir. C'est très marrant et on passe un bon moment. Messieurs, merci beaucoup pour ces recos. J'espère que nos auditeurs en auront assez pour cette semaine. On espère. Peut-être. Messieurs, donc c'est la fin de cette émission, malheureusement. Désolé. On sera là la semaine prochaine, peut-être? La semaine prochaine, Peut-être. Sûrement. Ah, si. La semaine prochaine, il y a un petit truc spécial qui va se passer. Bref. On vous tient au courant. Ando, tu seras là la semaine prochaine? je serai. Peut-être. Je serai. Il sera là. Peu importe la manière, il sera là. On vous expliquera tout la semaine prochaine. Il y a un petit truc qui se prépare, mais en tout cas, Ando sera avec nous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 28e épisode de Glitch. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. Toujours pas Twitch. Bientôt Twitch. Un jour, Inch'Allah. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, des partages. Abonnez-vous au podcast aussi sur les plateformes de streaming. C'est super important pour nous. Ando, Zach, merci messieurs. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. On se donne rendez-vous en tout cas. On se donne rendez-vous. D'ici là, écoutez, plein de bisous. Des bisous.